Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de bioéthique et de questions sociétales, parce que j'ai le plaisir d'accueillir un médecin, talmudiste, essayiste, que vous connaissez sûrement, parce que ce n'est pas la première fois que nous le recevons au studio Qualita. Il s'appelle Elie Bodbol. Il nous fait le plaisir d'être là. Il vient de Strasbourg pour son 3e bouquin, Bioéthique et demande sociétale, avec un sous-titre, Le point de vue du judaïsme. Et oui, c'est là que ça nous intéresse. Eh bien, c'est parti. Restez avec nous. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Elie Bodbol, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous nous avez concocté un autre livre avec des questions qui nous touchent en tant que juifs, mais aussi en tant qu'être humain, tout simplement. Oui, parce que la technique évolue. Aujourd'hui, la science est devenue une technoscience. Autrement dit, elle opère déjà des influences dans notre vie quotidienne, dans le domaine de la fin de vie, dans le domaine du début de la vie naissante, et au sein même de la vie courante, avec les transplantations d'organes, avec le transhumanisme, avec toutes ces questions qui vont révolutionner la société humaine et peut-être même l'identité humaine. Alors justement, à l'intérieur de votre livre, il y a beaucoup de thèmes, dont ceux que vous venez de citer. Il y a aussi un thème comme la procréation médicale assistée, la gestation pour autrui. Alors ça, ce sont des thèmes qui nous intéressent, parce que c'est vrai que ces dernières années, on a été, aussi bien en Europe qu'en Israël, très, très préoccupés par ces questions-là, d'un point de vue légal, d'un point de vue sociétal aussi. Donc, on aimerait savoir, justement, le point de vue du judaïsme, parce que c'est intéressant, c'est le sous-titre de votre livre. Oui, parce que ces questions touchent aujourd'hui toutes les sociétés occidentales, civilisées, et c'est une aventure humaine. Personne ne sait ce que sera la société humaine de demain. Quel monde voulons-nous pour demain ? Est-ce qu'il sera meilleur parce que marqué par le progrès, ou bien est-ce que le progrès n'est que technique et qu'il ne toucherait pas l'homme ? Et c'est là la préoccupation dont vous parlez. Alors, vous trouvez que notre monde, justement, manque de réflexion sur ces thèmes essentiels ? Comme vous le savez, que la société, la science est souvent en avance et sur la loi et sur la maturation de ces problèmes, parce que tout simplement, nous sommes dépassés par la réalité technique, cette technique qui aujourd'hui opère dans notre vie. Donc, elle est déjà présente. Il y a quelques années, on s'était ému du clonage reproductif, qu'une certaine secte avait dit avoir réalisé déjà un clone humain. Aujourd'hui, on n'est pas dans le clonage, mais on est dans l'homme augmenté, l'homme robotisé, l'homme humanoïde. Et donc, tout cela doit nous faire réfléchir avant que les choses... Il y a même des essais, vous n'êtes pas censé l'ignorer, d'un utérus artificiel. Vraiment, ça paraît... c'est de la science-fiction, quoi. Oui, c'est la métamorphose et du genre, puisqu'aujourd'hui, homme, femme, la métamorphose de l'homme, l'humanoïde, le robot, l'homme augmenté. Voilà, c'est tout cela qui nous attend, et nous devons déjà aujourd'hui parler de ce qu'est la famille, avec la GPA. C'est ça, c'est-à-dire que vous commencez par parler tout simplement du sujet avant d'attaquer le point de vue du judaïsme, parce que pour vous, il faut dépasser le nombrilisme juif. Bien entendu, aujourd'hui, je crois que ces réflexions, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Qui dit mondialisation, ça veut dire que les problèmes sont aussi des problèmes de toute l'humanité, parce que même les sociétés qui freinent, qui résistent au progrès, vous verrez, vous savez par exemple qu'en Jordanie, c'est un des premiers pays au monde où la PMA est développée. Procréation médicale assistée. Voilà. Que dans les pays musulmans ou intégristes, vous avez énormément de choses qui se font sur le plan de la technoscience, dont on n'est pas au courant nécessairement, mais qui révolutionnent la société. Qu'est-ce que le père ? Qu'est-ce que la mère ? Qu'est-ce que l'ancrage dans une tradition ? Comment envisager l'identité humaine quand l'ovocyte est donné par une femme et que la mère porteuse, c'est une autre? Quelle religion attribuer à cet enfant? Enfin, voilà. Vous pouvez avoir deux pères, deux mères, des religions différentes. Alors, qui sommes-nous?
Voilà. Qui sommes-nous, comment la filiation, la judaïté, comment ça se transmet, etc. dans ces cas-là. Oui, surtout que le judaïsme tient énormément à la transparence généalogique, à la transparence familiale. Alors quand il y a des adoptions in vivo, parce que c'est comme ça peut-être qu'il faut concevoir l'idée de la mère porteuse. Alors là, vous nous parlez de la gestation pour autrui. Exactement. Donc là, pour vous, c'est une adoption in vivo. Oui, c'est une adoption, puisque d'abord, l'ovocyte peut venir d'une autre femme, et puis la fécondation, qui est la naissance biologique du futur nouveau-né, elle a lieu dans un lieu qui n'est pas humain, dans le tube à essai. Après, il ne s'agit que d'une couveuse artificielle, que serait la mère porteuse, l'utérus artificiel, mais dans son sens pas strictement artificiel, mais dans le sens où elle est artificielle par rapport à celle qui a conçu l'enfant in vivo, c'est-à-dire le tube à essai. Et là, on est dans une naissance qui est aseptisée d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux et d'un point de vue humain, puisque ça ne se passe pas entre un homme et une femme, mais dans un lieu tiers, neutre, aseptisé. Alors, que dit justement, puisque je profite de votre connaissance, c'est vrai que vous aimez confronter ces questions d'éthique, de philosophie, d'humanisme, etc., avec les grands penseurs de ce monde, mais vous connaissez aussi très bien la tradition juive. Que dit la tradition juive par rapport à la gestation pour autrui, puisque c'est un thème qui a vraiment été très très présent dans les débats de société, en Israël particulièrement aussi. Aujourd'hui, on sait par exemple que les couples homosexuels réclament le droit d'être parents. Alors on voudrait savoir... Qu'est-ce que vous en pensez? Que dit la tradition juive? Oui, c'est la redéfinition de la famille. Qu'est-ce qu'une famille? Est-ce qu'une famille, c'est un homme et une femme qui s'aiment et qui mettent en œuvre un projet familial, celui d'avoir des enfants, ou bien est-ce que les enfants sont devenus des produits qu'on désire, le désir, quitte à aller les chercher ailleurs, alors même qu'il ne s'agit pas d'adoption, parce que l'adoption dit clairement qu'effectivement nous avons fait le deuil d'une filiation biologique et on va les chercher ailleurs. Et l'adoption est considérée pour le judaïsme comme une grande mitzvah. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit qu'il y a un trésor dans le Gan Eden qui est réservé aux familles adoptantes. Donc c'est une grande mitzvah. Or là, il s'agit d'avoir des enfants d'une manière qui n'est pas... autorisé par tous les poskim. Par exemple, Rav Moshe Feinstein dit qu'il n'y a aucune mitzvah d'avoir des enfants par des moyens autres que naturels. Parce que la mitzvah d'obtenir des enfants, ce n'est pas la finalité de les avoir qui définit la mitzvah, mais c'est le fait de vivre dans une relation conjugale harmonieuse qui puisse donner des enfants. C'est ce qu'on appelle la mitzvah de Hona, le devoir conjugal, mais il faut le voir dans un sens d'épanouissement du couple. C'est ça ce qui constitue la mitzvah de Piria Verivia. Et donc, l'obtention des enfants... C'est pas la majorité des... Oui, mais Rav Moshe Feinstein, c'est pas n'importe qui. Exact. Voilà. Et ça nous redonne une définition des mitzvot qui sont pas simplement un devoir de bien faire. Mais je crois que les mitzvot, c'est d'abord un devoir de bien penser les choses. Et quand on pense bien les choses, d'abord on est épanoui, on répond au devoir du bien, mais pas en tant que devoir, en tant que bien. Alors que lorsqu'on fait le bien par devoir, on répond d'abord au devoir, et le bien n'est qu'un corollaire. Je crois qu'un homme épanoui, c'est d'abord un homme qui peut réaliser le bien en tant que bien, et pas simplement en tant que devoir, c'est-à-dire en tant que cahier des charges d'une contrainte qui viendrait d'en haut et à laquelle je dois obéir. L'obéissance, disait Lévinas, c'est l'expression de la noblesse de l'âme, et l'âme a besoin de s'exprimer, et non pas de répondre aveuglément, plus ou moins aveuglément à quelque chose qui vient de l'extérieur et qui s'impose à soi. Alors, vous avez été chercher, bien sûr, nos textes pour argumenter vos propos, mais vous avez aussi confronté votre réflexion aux grands penseurs du XXe siècle, du XXIe siècle. Je crois que vous avez cité Bergson dans un de vos chapitres. C'est assez intéressant sur la gestation pour autrui, justement. Alors, je ne retrouve pas la citation, c'est pas grave. Je vais essayer de la chercher, mais c'est pas grave, tant pis. Qu'est-ce qui fait que, justement, la réflexion ne va pas au bout dans notre société? On a l'impression que ça reste des histoires factuelles et qu'on ne va pas au fond des choses. Je crois que nous sommes dans une société de consommation, de désir, de loisirs.
et que les hommes, qu'ils soient croyants ou non, adhèrent à un certain confort de vie, à une certaine qualité de vie, à un certain fantasme de liberté, et que la religion, on essaie de l'harmoniser, on va dire, avec cette société de consommation, du prêt-à-porter, mais aussi du prêt-à-penser. On aime bien les choses qui vont dans le sens de ce qu'on souhaite. Qui vont vite, c'est ça ? Qui vont vite et dans le sens de ce qu'on souhaite. De ce qu'on souhaite, on peut écouter, on ne peut se confronter qu'à des gens qui pensent comme nous, c'est ça ? Le plus souvent, c'est assez confortable de penser. Or, je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Hein, c'est Nietzsche. La différence, loin de nous diminuer, elle nous augmente. Et je crois que nous confronter à toutes sortes d'opinions, à toutes sortes de modalités de vie, c'est ça la richesse de l'homme, c'est de nous confronter à la différence. Et c'est ça ce qui nous ramène à ce que nous sommes. Hein. Il n'y a pas de jeu s'il n'y a pas de tu. C'est l'autre, c'est le regard de l'autre qui nous aide à affiner notre propre regard. Et c'est dans ce sens que ce débat de société, aujourd'hui, sur l'homoparentalité, sur le transhumanisme, sur toutes les questions médico-sociétales, sont pour nous une chance de redéfinir, même sur le plan juif, qu'est-ce qu'une identité humaine. On parlait tout à l'heure de l'identité humaine. Est-ce que ce sont des chromosomes dans une cellule humaine, ou bien est-ce que l'identité humaine nous renvoie à quelque chose de culturel ? Et si nous nous contentons du génome, alors effectivement, c'est la mère donneuse d'ovocytes qui serait la mère et qui transmettrait même la religion à cet enfant. Okay, alors que si nous considérons qu'il y a une dimension humaine et culturelle dans la filiation, ce serait la mère porteuse. C'est elle qui a porté l'enfant dans cette adoption in vivo, puisque l'enfant, encore une fois, il est déjà né dans l'éprouvette biologiquement. La mère porteuse, quand on lui implante cet embryon, elle n'est là que pour qu'elle vive avec lui, bien sûr, l'expérience des 9 mois. C'est la couveuse, comme vous l'avez dit. C'est la couveuse, mais c'est une couveuse avec laquelle il y a un dialogue, il y a un échange. D'abord un échange biologique, il se nourrit d'elle-même, et puis il y a tout un échange verbal. Hein. Aujourd'hui, avec Françoise Dolto, on a appris qu'il y avait plein de choses qui se passaient. Donc, ça serait l'identité humaine, et si la maternité serait d'ordre culturel plus que génétique. Et dans ce cas, on opterait pour la mère porteuse comme étant la mère halakhique et non pas la mère de noces d'ovocytes. Que dit la halakha, justement ? Eh bien, vous savez que même les rabbinim de Bnei Brak, qui sont très à cheval sur la loi, Rav Eliashiv et Rav Zilberstein, qui est son gendre, dit que c'est une question qui est encore ouverte parce qu'on ne trouve pas de texte suffisamment déterminant sur cette question dans le Talmud. On ne fait appel qu'à la svara, dit-il, la svara étant la réflexion humaine. Et donc, dans ce cas, il dit misafek, hein, dans le doute, on va considérer les deux femmes comme étant mères. Mais c'est quelque chose d'inédit quand même, parce que la maternité... les deux femmes comme étant mères, donc pourquoi pas deux pères pour être père d'un enfant. C'est aussi possible. Si on va sur ce chemin-là, ça fait... Sauf qu'aujourd'hui, justement, avec cet appel au don de sperme pour les couples homoparentaux, femmes, eh ben, là, il n'y a pas de père. Il y a un père biologique dans le sens où il y a le sperme, il vient d'un homme. Bien mais sûr. Ce don est anonyme. Le père ne connaît pas le futur enfant, l'enfant naissant ne connaît pas son père, donc c'est un orphelinat qui est biologiquement absent, puisqu'il y a un père, mais qui est sociétalement bien présent, puisque dans le passé on était habitué à avoir un père et à le perdre, et donc on devenait orphelin a posteriori. Exact. Là on devient orphelin a priori. Une femme décide de ne pas avoir recours à un homme identifié avec lequel elle a une aventure conjugale, une aventure de vie tout simplement. Et puis, elle a quand même un enfant dont l'arbre... Il n'y a pas de père au départ, quoi. Voilà, donc cet enfant ne connaît rien de l'arbre généalogique de ce père, et ce père non plus, il tient à rester anonyme, puisqu'il a fait don de son sperme, mais il ne fait pas don de sa paternité, il ne veut pas être père de cet enfant. Et donc cet enfant reste dans un no man's land culturel, religieux. Vous savez très bien que père manquant, fils manqué, enfant manqué, et donc créer a priori des enfants
sans parents, sans père ici, un orphelinat radical, mais ça pose des problèmes lorsqu'on sait déjà que les familles monoparentales souffrent énormément d'un point de vue économique, social, psychologique. Et dans la vie, tout simplement, les statistiques montrent que ces familles monoparentales sont dans une situation précaire et pour le parent qui a cet enfant et pour les enfants, bien entendu, qui n'ont pas un deuxième visage pour tempérer ou compléter le visage du parent présent. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que notre société fasse ou que peut-être même, pourquoi pas, des politiques agissent pour que ces débats de société, pour que ces réflexions soient plus poussées, pour que peut-être les gens agissent d'une façon ou d'une autre, en tout cas nous fassent progresser tout simplement. Il ne faut rien attendre des politiques. Les politiques, voilà, en France, ce débat parlementaire va se finaliser en loi, donc en loi permettant les choses, mais tout ce qui n'est pas permis... En loi permettant la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, l'homoparentalité, okay. Mais tout ce qui est permis n'est pas pour autant recommandé. Hein. Vous savez très bien que dans la nourriture, hein, elle a beau être cachère, elle n'est pas pour autant diététique, elle n'est pas pour autant adaptée à nos besoins. Donc la société, c'est à elle-même, à ses rabbins, à ses penseurs, à ses enseignants, au milieu intellectuel, de rentrer dans les écoles, de rentrer dans les facultés et de débattre de ces questions. Il y a souvent une sorte de pensée unique, du pensée dominante de la technoscience qui nous impose presque de suivre ce qu'elle nous propose, hein, ce que la science propose. On fait un arrêt sur image avec vous, il faut réfléchir aussi. En amont, il faut creuser ces réflexions-là, c'est ça ? Mais je crois qu'en tant que juif, on ne peut pas faire autrement. Vous savez que la mitzvah qui est omniprésente dans la vie du juif, c'est l'étude de la Torah. C'est quoi l'étude de la Torah ? C'est pas une obéissance, un précepte de Dieu. C'est d'abord une réflexion sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être. Qu'est-ce que la famille ? Qu'est-ce que l'identité humaine ? Quelle est la place de chaque être humain dans la société ? C'est ça ce que demande la Torah. Alors bien sûr, les halakhistes ont formalisé ça en devoir pour bien clarifier les choses. Mais je crois qu'il ne faut pas vivre ces choses comme telles. Il faut les vivre d'abord comme une quête existentielle. La quête d'Abraham, c'est quête sur ce qu'il est dans le monde, sa place en tant que mari vis-à-vis de Sarah. Abraham, il a été un mauvais mari, visiblement, puisque Sarah lui dit « Ramassi alecha ». La violence, c'est toi qui alors que c'est elle qui avait recommandé à Agar comme première épouse. Alors, c'est pas tout à fait une mère porteuse, hein, parce que là aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est sûr que Ishmaël est le fils de Agar. Oulai ibane mimena, si vous voyez les commentaires, ils disent peut-être que Dieu verra la bienveillance que j'ai vis-à-vis de ma servante et qu'il me fera qui sera bienveillant à mon égard et dans ce sens je serai construite. Ou bien l'adoption, ou bien je vais participer à l'adoption de Ishmaël, à l'éducation de Ishmaël, et alors il sera, on sera deux mères, mais pas deux mères au sens formel du terme. Il y aura la mère biologique, comme le précepteur, voilà. Celui qui apporte les préceptes, l'éducateur, le parrain, etc. Et puis la mère qui généalogiquement est clairement établi comme étant Hagar. Or, dans ces GPA, justement, il y a une confusion. On voudrait considérer la mère d'accueil comme étant la mère légale. Et là, le judaïsme n'est absolument pas d'accord, parce que l'arbre généalogique doit être clair. Sauf que la halakha, en l'occurrence, ne tranche pas clairement en faveur de la mère porteuse, de la mère génétique. Je crois que les débats vont être encore très nombreux. En tout cas, on a fait qu'effleurer le sujet. Il y a beaucoup de thèmes très intéressants dans le livre. J'espère que voilà, c'est pour tout le monde, hein, pour les rabbins, pour les juifs, pour les non-juifs, pour les étudiants, pour les papis et mamies, c'est vraiment pour tout le monde. C'est écrit dans un langage qui est accessible à tout un chacun, donc je crois que justement, c'est le but de ces livres, c'est d'amener ce débat dans les foyers des gens qui sont en quête justement de réflexion sur ces sujets et qui ne sont pas prêts à suivre le prêt-à-penser des gens ou de la société, de l'opinion publique ou des politiques qui décideraient pour eux, sont des gens qui voudraient endosser leur propre existence et non pas la déléguer à d'autres, puisqu'il s'agit quand même de questions existentielles. C'est joli, endosser leur propre existence. En tout cas, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces questions, si vous posiez vous-même des questions, savoir si oui, non, si vous ne savez pas quoi penser, eh bien peut-être que ce livre vous donnera des pistes de réflexion. Bioéthique et demande sociétale, le point de vue du judaïsme, voilà, ça vient après. Hein. Attention, on parle d'abord des questions de société, ensuite on donne le point de vue juif sur ces questions-là. Merci beaucoup, et vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
knew somebody who'd care. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Da, da, da.